Je pense donc je suis, c'est la grande phrase de René Descartes du XVIIe siècle qui nous est très familière. Et René Descartes, il dit quelque chose d'essentiel sur l'homme, son existence, sa conscience, ce qu'il fait qu'il peut dire « je suis ». Et ça, c'est évidemment capital pour nous tous. Et on a pensé pendant très longtemps que c'était une question de philosophie, j'allais dire pure. Bien sûr, les psychologues progressivement ont eu leur mot à dire, mais il a fallu attendre les années 1960 pour qu'apparaissent les neurosciences dans la foulée du développement de la biologie moléculaire en particulier. Les neurosciences qui s'intéressent aux mécanismes du cerveau, du système nerveux central notamment, aux 100 milliards de neurones interconnectés que nous avons sous la tête, au cerveau humain en particulier bien sûr. Et en étudiant, grâce aussi à l'imagerie médicale, qui permet de visualiser les aires cérébrales qui s'activent en fonction de nos comportements, on a pu commencer à étudier les états mentaux quand je décide de faire quelque chose, quand je mets en œuvre ma volonté, quand je mets en œuvre mes émotions, quand je prie, en termes de mécanismes neuronaux. Et évidemment, certains ont dit, mais alors, l'homme est-il un homme neuronal, comme Jean-Pierre Changeux l'a pu dire? Est-ce qu'en fait, tout ce qu'il vit, tous ses comportements dont il pense qu'il les décide dans sa grande liberté, est-ce que ça ne lui vient pas en fait de mécanismes très déterministes dont il ignore totalement l'origine et que son cerveau met en œuvre? Et est-ce qu'on peut comprendre, et oui, les neurosciences s'intéressent à ça, ce que c'est que la confiance, ce que c'est que l'empathie, ce que c'est que la jalousie en termes de mécanismes cérébraux. Et du coup, le jeu qui pense est-il un jeu neuronal? Et du coup, l'esprit humain qui permet de dégager la liberté, la responsabilité qui fait la grandeur de l'homme, est-il en fait un produit de la matière qui s'est complexifié jusqu'à l'apparition du cerveau humain? Alors beaucoup de gens n'ont pas voulu en rester à ces positions purement matérialistes et les sciences cognitives qui se développent aujourd'hui permettent une interdisciplinarité très forte entre bien sûr ces neurosciences dont l'objet est extrêmement important, mais aussi la psychiatrie, la psychologie, la linguistique et la philosophie et les philosophes divers et variés. Et il y a même aujourd'hui des théologiens qui, sans être des scientifiques au niveau des sciences cognitives, participent bien sûr de cette grande recherche puisqu'on parle de l'homme et de ce qui a l'air de faire son essence, c'est-à-dire sa conscience. La psychologie scientifique, c'est un vieux projet qui a été largement développé au XIXe siècle. L'idée d'étudier les processus mentaux comme on étudierait la fonction d'un autre organe, une science du vivant en psychologie, une physiologie de l'esprit. C'est une science pluridisciplinaire, puisqu'on y trouve ensemble des linguistes, des philosophes de l'esprit, des mathématiciens, des physiciens, des ingénieurs, des modélisateurs de l'intelligence artificielle,
mais aussi des psychologues expérimentalistes, comme on disait autrefois. Et tout ça, ça a fait les sciences cognitives. Par cognitif, on entend une référence au modèle du traitement de l'information, s'intéresser à l'esprit comme à une machine qui traite de l'information, un peu sur le modèle de l'ordinateur, mais avec des limites, car un ordinateur vivant, ce n'est pas du tout un ordinateur. Et l'idée, c'est qu'on s'intéresse non pas à la pensée, au contenu, à tout ce qui est subjectif, ce qui est présent dans notre esprit, mais vraiment aux opérations mentales non conscientes, inaccessibles, la fabrique de la pensée, des émotions, des jugements, des croyances. Marc Jeannereau va être un des grands développeurs des sciences cognitives en France, à un moment de sa carrière où il a beaucoup travaillé sur la physiologie motrice et où il est de plus en plus préoccupé par la psychologie et par la psychiatrie, d'où notre présence, nous les psychiatres, dans cette aventure. Les neurosciences cognitives sont à la fois une démarche de recherche pure, en soi, où la finalité est finalement la recherche même, au service du seul progrès des connaissances sur une fonction, sur une zone du cerveau, sur une fonction de l'esprit. Et la question qui se pose, c'est celle des applications pour les cliniques neurologiques, cliniques psychiatriques, et pour la compréhension notamment des troubles mentaux. Je crois qu'il faut bien comprendre la différence qu'il faut faire entre le mécanisme et ce que fait le mécanisme. Les processus neuronaux sont les supports de la pensée, mais ce ne sont que des instruments. Ce sont des organes au service de la fonction de connaissance-action, au service de la confiance, au service de la foi. Il n'y a pas de confusion possible, mais cependant, ils sont totalement inséparables. Si l'on veut faire ça, il faut bien savoir que le fonctionnement du cerveau est immédiatement en liaison avec l'environnement matériel, mais aussi l'environnement humain, les personnes, les amis, etc. Plus l'événement, plus l'histoire. Et tout ceci a des influences qui s'effectuent en rétroaction. Le système est d'une telle complexité qu'on ne peut pas du tout en assurer la maîtrise. Qu'est-ce que c'est que l'homme pour un biologiste ? Effectivement, c'est un mammifère supérieur qui a un cortex un peu plus développé que les simiens, puis c'est tout. Et puis voilà, c'est ça la présupposition. Mais c'est ce qui fait la force de la science occidentale. C'est ce qui fait la force, si vous voulez, de ce discours. C'est un discours explicatif. Regardez les progrès prodigieux que l'on a fait sur le plan d'une maîtrise du sujet. Mais maîtriser un sujet, entre guillemets, ce n'est pas épuiser le sujet. Nous sommes à une sorte d'époque où déjà il a fallu décortiquer la construction de la conscience, comprendre comment la conscience émergeait. On a longtemps pensé que le bébé naissait sans conscience de lui-même, sans conscience d'autrui, avec une sorte de conscience indistincte de soi et de l'autre. Lorsqu'on a commencé à étudier les bébés, on s'est rendu compte que non, et les travaux de Philippe Rochat notamment défendent vraiment de manière très crédible l'idée qu'il y a une conscience de soi initiale, évidente du bébé comme d'un être situé dans l'espace, dans son corps, doué d'agentivité, se représentant ses actions comme distinctes d'état du monde et de son corps propre. Et finalement, effectivement, on peut se demander pourquoi on a refusé au bébé cette idée d'une conscience précoce du soi, alors que l'observation des animaux montre qu'ils ont à l'évidence une conscience d'eux-mêmes. Alors c'est peut-être pas une conscience humaine et réflexive, mais en gros, ils donnent très clairement le sentiment, l'impression qu'ils savent où ils sont, où ils s'arrêtent, et où s'arrête leur corps et où commence ce qui n'est pas leur corps. Sinon,
D'ailleurs, il se mettra en danger d'une manière extrêmement grave. Il est nécessaire pour un système vivant de pouvoir s'auto-représenter. Comment se construit l'expérience d'un sujet conscient et agent de ses actes, au sens des actes moteurs, avant d'engager des actions plus complexes, plus sociales, plus riches. Alors là, il faut parler de cher collègue Libet, qui a fait cette expérience fameuse, difficile à décrire en quelques mots. On sélectionne des gens qui disent « vous pouvez m'implanter tous les électrodes que vous voulez sur le crâne et examiner mes réactions neuronales. Vous me placez devant un écran, et sur cet écran, on fait passer un signal lumineux. Vous êtes relié à l'écran et au moment où vous percevez que le signal est passé, vous appuyez sur un bouton. On constate qu'il y a chez les gens une réaction nerveuse incontrôlée avant qu'ils se décident à appuyer sur le bouton. Il y a quelques centaines de millisecondes qui séparent cette réaction nerveuse de la réaction consciente et voulue des cobayes. Eh bien, il dit, c'est le cerveau qui décide et c'est la conscience qui suit. Bon, difficile à contredire. Mais dit, quelle sorte de décision avez-vous analysée? Des décisions instantanées, spontanées, en quelque sorte des réflexes conditionnés, comme Pavlov avec ses chiens. Mais est-ce que cette expérience vaut aussi pour des décisions qui mûrissent pendant des années et des années pour choisir un conjoint, pour choisir une profession, pour choisir une religion, pour se convertir? Il y a une longue évolution, il y a des hauts et des bas. En tout cas, ce n'est pas instantané. Et là, vraiment, le moi, avec son expérience passée, présent et ses espérances futures, tournées vers l'avenir, joue un rôle éminent. Donc le je entre en jeu du moment qu'il y a histoire de vie. Et non pas seulement réaction ou claquement de doigts. Là, le cerveau a la priorité. Mais pour des réactions comme je viens de décrire, c'est le jeu avec son histoire personnelle qui entre en jeu. Quand Lacan dit que je ne nais pas vierge, je ne nais pas tout nu, je nais le fruit d'une histoire, et je ne suis pas l'auteur de moi-même. Ça, c'est pas spécialement du Lacan. Je ne suis pas l'auteur de moi-même. Vous, madame, pas plus que moi, n'avons demandé à venir à l'être. Nous ne sommes pas les auteurs de nous-mêmes. Et donc, quelque chose, de toute façon, nous précède, quelles que soient nos convictions, qu'on soit uniquement dans un contexte laïque psychanalytique ou qu'on soit dans un contexte davantage religieux, voire chrétien, quelque chose me précède que je ne maîtrise pas.
Je peux essayer de fixer mon commencement, mais même déjà de fixer mon commencement, c'est très difficile et c'est un débat qui recoupe des problèmes éthiques fondamentaux sur le statut de l'embryon, etc. À partir de quand y a-t-il quelqu'un? Quand est-ce qu'on peut dater mon commencement? Déjà, c'est un vrai problème. C'est pas seulement un problème d'embryologie, c'est un problème sur lequel se greffent des questions de morale, d'éthique et des questions pratiques. Bon. Par rapport à l'avortement, par rapport à la manipulation des embryons, etc., etc. Donc déjà, c'est pas évident de fixer mon commencement, mais un commencement, j'en ai un, ça c'est évident. Maintenant, mon origine, c'est-à-dire ce qui fait que je suis dans l'être, ce qui fait que j'existe. Pourquoi y a-t-il un univers plutôt que rien? Et pourquoi moi j'existe plutôt que pas? Cette question de l'origine, c'est une question qui se pose avant mon commencement et qui se pose aujourd'hui, après mon commencement. Bien entendu, les questions qui sont posées à ce sujet, c'est pourquoi à ce moment-là et pourquoi nous? Là, à cette question, je n'ai pas de réponse. C'est ou bien l'effet du hasard complet, ou bien, ce qui n'est pas exclusif, si on y réfléchit bien, à un plan général. Mais le fait qu'on sache aujourd'hui qu'il y a des millions, des milliards de planètes, et probablement des millions de planètes identiques à la Terre, repose la question sous une forme différente. Que sommes-nous dans cet ensemble? Nous ne savons pas. On a parlé d'une évolution quantitative au niveau des génomes entre l'animal et l'homme, et puis ce qui fait l'apparition de l'homme en tant qu'homme, c'est un saut qualitatif. Bon, ce saut consiste dans la complexification de ce qui évolue. Et j'ajouterai maintenant le mot clé que les neurobiologistes adoptent de plus en plus à contre-cœur ou bien volontiers, c'est-à-dire émergence. Émergence. C'est-à-dire la matière inerte puis vivante est lieu d'émergence de quelque chose qui la dépasse en tant que matière. Il y a une nouvelle complexité et par là émergence de nouveaux êtres, nouvelles espèces, etc. C'est ce que je répondrai. Et alors, il y a là, dans cette émergence, il y a bien sûr les capacités proprement mentales et proprement humaines. Les scientifiques travaillant sur l'évolution considèrent souvent que le cerveau humain est l'un des plus beaux produits de l'évolution du vivant, mais aussi on peut l'inscrire dans l'ensemble de l'évolution de la matière-énergie. Et en effet, en même temps, lorsqu'on dit que le cerveau et les capacités du cerveau, et en particulier l'esprit, émergent de cette complexification de la matière qui va permettre cette émergence de l'esprit dans le cerveau humain en particulier, qu'est-ce qu'on dit?
On dit qu'une structure complexe apparaît porteuse de deux facettes. Une facette matérielle que le neuroscientifique va analyser à travers le réseau neuronal, et une facette d'esprit qui émerge en effet, lui aussi, en même temps que la structure matérielle. Autrement dit, on ne va plus dire aujourd'hui que l'esprit émerge de la matière, est un produit de la matière. On va dire que matière et esprit émergent dans une même structure porteuse. Et le scientifique se demandera aussi d'où émerge cette structure. Et là, aujourd'hui, il réfléchira en disant, mais elle émerge, cette structure, d'un fond indifférencié que la science ne peut pas atteindre. Avec de tels raisonnements, on ne peut pas être purement matérialiste. Mais on ne peut pas être non plus purement spiritualiste, parce que l'esprit est intimement lié à la matière. Les neurosciences et une réflexion sur les sciences d'aujourd'hui reposent de manière tout à fait nouvelle la question de la relation entre matière et esprit, à travers la relation du mind-body problem, comme on dit en anglais, et que nous traduisons en français par cerveau-esprit. Les neurosciences cognitives sont profondément monistes. Elles pensent la pensée dans la matière, elles pensent la matière dans ses rapports avec la pensée. Pour Marc Jeanneraud, le cerveau était un organe, effectivement, pour le psychique, mais avec des interactions d'une telle complexité entre la fonction et l'organe que l'un modèle l'autre. Ce qui fait que si on se projette en plus au-delà dans le social, il y a le cerveau, il y a l'individu avec son univers mental, son monde de représentation, ses affects, sa conscience de lui-même, et il y a le social et la culture. Et c'est finalement une même chose, je crois, qu'on aborde à des niveaux différents. C'est une même réalité qu'on va voir dans le fonctionnement des neurones, qu'on va voir dans l'organisation sociale, qu'on va voir dans la psychologie individuelle. Je crois que profondément, le produit des neurosciences cognitives et de la psychologie cognitive, c'est une vision qui rapproche, qui remet ensemble ce qui a été très longtemps pensé dans différents dualismes. Dualisme de la matière et de l'esprit, mais aussi des dualismes à l'intérieur même de la psychologie et des dualismes même en biologie. Bon. La pensée a du mal à échapper au dualisme, mais là, je crois qu'on a de plus en plus les moyens de concevoir la pensée dans ses rapports, dans ses relations avec le cerveau, mais c'est peut-être même pas la bonne façon de le dire. C'est peut-être de dire que c'est la même chose, qu'on voit différemment, avec des regards différents, des méthodes différentes. C'est le vivant et l'humain. Les modèles des neuroscientifiques contemporains, qu'est-ce qu'ils vous disent? C'est qu'au fond, tous les processus d'apprentissage conduisent à une modification de la structure du cerveau. Les modèles qui rendent compte de la structuration progressive du cerveau dans les apprentissages et dans la maturation d'un enfant disent que les circuits utilisés sont stabilisés au détriment de ceux qui ne sont pas utilisés. Par ailleurs, si vous utilisez beaucoup des circuits, la structure même de ces circuits se modifie. Bon, par exemple, les violonistes. Un violoniste droitier, paradoxalement, il joue de l'archet. Et c'est la main gauche qui fait tout le travail. C'est le droitier, mais en fait, c'est la main gauche qui fait tout le travail. La main gauche d'un violoniste est 4 à 5 fois plus représentée au niveau de la circonvolution des cortex que la main gauche d'un non-musicien. Ça veut dire que tout simplement que le fonctionnement modifie la structure. Autrement dit, si on a cela en tête, que le fonctionnement modifie la structure, que par conséquent le fait d'apprendre le français vous donne une structure fine du cerveau différente que si vous apprenez le chinois, ça veut dire que le cerveau est un produit autant culturel que biologique. Bon. Donc si le cerveau est un produit autant culturel que biologique, vous dire que la pensée est le produit du cerveau, c'est une manière de dire que la pensée est le produit de la culture.
que l'être humain est un être de culture fait insister sur le fait du processus éducatif. Écoutez, c'est bien simple, la problématique des enfants loups, c'est quelque chose qui existait. Hein. Donc, si vous voulez, un enfant qui n'est pas pris en charge dans une culture, c'est un enfant qui n'arrivera pas à la parole, c'est un enfant qui n'arrivera pas à dire... Le sentiment, c'est pas une sorte de structure naturelle qui se trouve dans les gènes. Le sentiment est quelque chose qui s'apprend. Dès la naissance, dans le cerveau du bébé, il y a toute une série de structures qui codent autrui. Ils codent l'activité psychique, les émotions, la présence, les intentions, l'être d'un autrui. Le sujet est social dès la naissance. Cette vision très philosophique et psychologique résonne avec des données neurobiologiques récentes qui montrent que le cerveau est un organe social, qu'il contient toute une série de structures hyper spécialisées qui le destinent à réagir à l'activité d'autres cerveaux. Le cerveau est une machine à interagir avec d'autres cerveaux, à chercher, à trouver et à réagir à d'autres activités cérébrales, si on s'en tient à ce niveau-là. Et grâce à des systèmes qu'on appelle les systèmes miroirs, les systèmes résonants, qui font que s'il se passe quelque chose dans un cerveau, un autre cerveau est le lieu d'une activité analogue, pour le dire au niveau des organes. Après, on peut extrapoler pour savoir ce qui se passe en termes de réalité psychologique. L'idée est probablement qu'effectivement, ça correspond au fait qu'une activité mentale chez l'un va induire, déclencher, provoquer une activité mentale analogue chez l'autre. Ce qu'on appelle l'empathie. Ça nous donne la capacité de nous mettre à la place des autres et de partager la vie mentale des autres. Ceux qui ont écrit la Bible ne travaillent pas encore avec la notion du cerveau. Mais ils ont l'équivalent, les Hébreux surtout. Ils ont une anthropologie qu'il faut reprendre dans des termes modernes. C'est le cœur qui joue le rôle du cerveau, le leb en hébreu, le cardia en grec. C'est-à-dire que c'est un cœur qui pense, c'est pas seulement un cœur qui sent, qui éprouve des sentiments. C'est pas un cœur sentimental, c'est un cœur pensant. C'est un cœur qui pose des questions. C'est un cœur qui est très proche aux fonctions mentales du cerveau, qui connaît et qui s'exprime et qui commande aussi la volonté, tout ce qui est cognitif, volitif et affectif en nous. Nous avons nos régions dans le cerveau pour tout ça. Pour les Hébreux, c'était le cœur. Nous avons, nous théologiens, aussi nos méthodes, notre rationalité, nos critiques, nos recherches. Une science commence à être science à partir du moment où elle se fait recherche, chercheuse. Science sans recherche n'existe pas. Et dans la théologie, tout ça, actuellement, est là. On n'est pas des dogmaticiens à partir du berceau jusqu'à la fin. Non, nous sommes historiens, nous sommes psychologues, nous étudions les sciences humaines, etc. Nous sommes pluridisciplinaires, nous sommes des théologiens pluridisciplinaires. Des théologiens pluridisciplinaires et chercheurs ont la capacité d'entrer en dialogue avec des neuroscientifiques pluridisciplinaires.
chacun de nous, nous pouvons expérimenter à certains moments particuliers et forts de notre existence, des moments où nous avons l'impression d'être présents à nous-mêmes de manière extrêmement forte. Présents en tout cas à ce qu'on pourrait appeler la voix de notre conscience, qui vient du plus profond des entrailles, qui peut advenir par une émotion artistique en voyant un beau paysage, où nous sommes saisis intérieurement, au-delà d'une émotion sensible, mais aussi à travers elle. Parfois, ça sera dans l'intériorité, dans le recueillement. Parfois, c'est dans la rencontre avec des personnes qui nous saisissent aussi par ce qu'elles vivent, par ce qu'elles déclenchent au fond de nos cœurs. Quelle est donc cette expérience qui passe bien par nous, qui est bien en nous, qui est bien de nous et qui a l'air d'être plus grande que nous? Pour les Grecs, il y a 3 universaux. Le vrai, le bien, le beau. Je pense que dès qu'il y a humanité, il y a ces 3 dimensions qui sont présentes. Un être humain, dès qu'il vit n'importe où, il est sensible à la beauté. L'esthétique, ça fait partie de la dignité de l'humain. Et ça fait partie des fondamentaux de la dignité humaine. Qu'est-ce que c'est que la musique? C'est du son, organisé de manière complexe. C'est du son. La musique, c'est du bruit organisé. Ça montre bien les limites du discours scientifique. Vous demandez à un musicien ce qu'est le son. Il ne vous dira pas ce qu'est le son. La plupart des musiciens ne savent même pas ce qu'est une onde mécanique. Mais une sonate de Schubert vaut 50 traités d'acoustique. La musique manifeste du son, des dimensions qu'on n'atteint pas autrement. Qu'est-ce que c'est que l'art? C'est une activité humaine qui donne accès à un niveau de réalité inaccessible autrement. Au fond, la culture humaine, que ce soit par l'art, que ce soit par différents arts d'ailleurs, que ce soit par la poésie, que ce soit par même le discours de la réflexion ou de la réflexion théologique, et alors toute la problématique de la méditation, l'être humain a développé des attitudes par lesquelles il a le sentiment d'entrer en contact avec des réalités qu'il ne perçoit pas autrement. Ce qui fait la grandeur de l'homme, c'est sa capacité de liberté. Je pense donc je suis, disait Descartes, comme on l'a déjà entendu. Jusqu'où va cette liberté? Alors c'est une question pour tout homme, déjà. Jusqu'où va ma liberté? Je suis conditionné, je le sais bien, par mon éducation, par ma manière de voir, par le contexte dans lequel je vis. Et pourtant, je peux expérimenter en même temps des poussées de désir, en tout cas de liberté extrêmement forte. Est-ce que ces poussées de liberté viennent de mon cerveau uniquement? Est-ce qu'il y a autre chose? La recherche en neurosciences n'a fait que nous apporter des surprises quasiment imprévisibles. Les chercheurs qui ont les premiers essayé de décrypter, sur le singe d'ailleurs, sur le macaque, les zones de la vision, nous avons dans notre cerveau environ une dizaine de zones pour nous permettre de voir. Et quand on a cherché sur le macaque les zones de la vision, on a trouvé un mécanisme proprement incroyable. La décomposition complète des images en ligne verticale, en ligne horizontale, en plage, en bord. Tout est décomposé pour être recomposé ultérieurement. Et donc nous sommes devant une mécanique qui est tellement complexe que pratiquement aucune affirmation définitive et totale est acceptable.
ce qui laisse la place à la liberté pour une part, bien sûr. Est-ce que la personnalité peut changer sous le contrôle du sujet, et pas de par sa propre volonté? Est-ce que ces changements impliquent des transformations biologiques, voire des transformations cérébrales? Ça, ce sont des questions qui sont complètement ouvertes aujourd'hui. Tout ce qui peut nous permettre d'enrichir nos capacités de penser, de ressentir, de voir l'autre, soi-même, et de lui répondre avec plus de ressources. Véritablement, l'enrichissement de la pensée, c'est ça, la liberté. C'est l'enrichissement des capacités de penser et de réagir. Donc c'est véritablement, oui, une propriété du vivant au sens d'un gain toujours possible de nouvelles manières d'être dans une situation donnée, grâce à soit le gain réel de nouvelles capacités ou compétences, et soit peut-être la capacité de prendre conscience de parties de nous qui étaient là, mais qui nous étaient en quelque sorte indisponibles, interdites. Dans le concept de liberté, je renvoie précisément à cet aspect d'un jeu qui pense, donc d'une personnalité, mais qui est le produit d'une double histoire. On est le produit d'une histoire culturelle, on est le produit d'une histoire individuelle, et on est un processus d'autoconstitution de sa propre histoire. Pour moi, l'aléatoire est une condition nécessaire, mais ce n'est pas une condition suffisante pour la liberté. Qu'est-ce que c'est qu'un être libre? C'est un être libre, c'est un poseur de signification. Et c'est quelqu'un qui articule son comportement aux significations qu'il lui donne. C'est ça, être libre. Donc le monde, il y a plusieurs mondes possibles, hein, et d'une certaine manière, c'est donner signification à son existence, c'est donner signification au monde, et articuler son existence à ce système de signification qui est tel qu'il est posé. En fait, même les gens qui nient la liberté, enfin qui pensent que nous ne sommes pas libres, que nous sommes entièrement conditionnés, etc., c'est une proposition qui est autocontradictoire, parce que, en fait, toute l'histoire de l'humanité, toute l'histoire des civilisations repose sur l'a priori que l'homme est au moins en partie responsable de ses actes. Je veux dire que les religions, qu'on admette que derrière les religions il y a une transcendance, il y a quelqu'un, un grand tu, etc., ou qu'on admette que les religions sont purement des produits, des inventions, etc., je veux dire que l'idée qui est derrière, c'est quand même l'idée que l'homme peut et doit rendre compte de ce qu'il fait. Et que donc, si c'est a priori, depuis que la culture existe, elle est fondée sur cet implicite que l'homme est au moins en partie responsable de ce qu'il fait, et s'il est au moins en partie responsable de ce qu'il fait, ça veut dire qu'il pourrait faire autrement, faire autre chose. Ça veut dire que ce qu'il a fait, il aurait pu ne pas le faire, ou qu'il aurait pu le faire autrement, ou faire autre chose. Ça veut donc dire qu'il y a des choix possibles. Et s'il y a des choix possibles, ça veut donc dire qu'il y a forcément au moins une certaine forme de degré de liberté. Plus nous comprenons les mécanismes cérébraux et leur influence sur notre comportement, sur notre psychisme, plus nous pouvons espérer lutter par exemple contre des maladies psychiques en jouant sur ces mécanismes cérébraux, en permettant de les améliorer, également de remplacer des circuits neuronaux qui auraient été endommagés. On pense à des implants par exemple neuronaux, ça se fait déjà et c'est une grande chance. En même temps, on se dit que si le mécanisme neuronal est modifié par un implant, ça va aussi modifier le psychisme. Est-ce qu'on ne va pas modifier la personnalité de celui à qui on donne un implant?
grande question d'éthique, de neuroéthique. Les neurosciences se sont développées depuis un moment, mais vraiment, elles bourgeonnent, comme on dit en anglais, depuis relativement peu de temps. Et comme elles ont posé des questions éthiques quand même un peu différentes, ou du moins renouvelées par rapport aux questions bioéthiques classiques, certains auteurs ont inventé un nouveau terme qui est le terme de neuroéthique, c'est-à-dire les questions éthiques posées par les neurosciences. Une distinction que j'aime bien, c'est celle que Adina Röskies avait proposée en distinguant dans le fond la neuroéthique en 3 chapitres. Il y a d'abord ce qu'elle appelle l'éthique des neurosciences, c'est-à-dire, d'une part, comment faire la recherche ça peut être sur les patients, mais aussi sur des sujets. C'est en partie des questions tout à fait classiques, mais il y a aussi un peu de nouveauté, parce que notamment, il arrive, et ce n'est pas rare, qu'on découvre par hasard, sur un sujet de recherche, qu'il a un problème cérébral, une tumeur, un kyste, quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et c'est visible par tout le monde. Il y a un problème de confidentialité, bien entendu, et il y a aussi un problème, est-ce qu'on l'avertit, est-ce qu'on ne l'avertit pas? Vous voyez, est-ce qu'il veut savoir, il ne veut pas savoir? Voilà des questions qui ne sont pas tout à fait nouvelles, mais sont quand même un peu nouvelles. Il y a un deuxième chapitre qui consiste justement à, dans le fond, des questions éthiques au sens très large du terme, qui touchent nos conceptions morales, légales et, on pourrait dire, anthropologiques au sens philosophique du terme, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que l'être humain? Est-ce que l'être humain est doué de libre arbitre ou pas? Qu'en est-il de sa responsabilité si le cerveau détermine notre action? Est-ce qu'on mesure le cerveau? Est-ce qu'on mesure l'âme ou l'esprit? Voilà une autre série de questions qui sont aussi des questions anciennes, mais qui sont renouvelées. Et puis il y a aussi les neurosciences de l'éthique, 3e chapitre, qui est, en fond, l'étude par les outils neuroscientifiques, l'étude donc du comportement de l'être humain, le comportement moral. C'est ce qui intéresse la neuroéthique. On voit aussi que le service de la personne humaine, dans le respect profond de sa dignité, nécessite en tout cas un éclairage initial profond sur les conséquences de ce qu'on lui fait, parce qu'on peut manipuler, bien sûr, comme cela aussi. Et d'ailleurs, certains y ont pensé en disant, mais on pourrait augmenter les capacités humaines. Vous voyez toute la différence entre guérir, réparer et augmenter. Plus on connaît le fonctionnement de l'esprit humain, plus on pourra agir sur l'esprit humain. Delgado avait, dans un petit film qui est assez connu, il avait mis des implants dans un taureau. Le taureau le chargeait, et quand le taureau arrivait vers lui, par un petit appareil, il déclenchait les implants et le taureau s'arrêtait. Et il avait suffisamment confiance dans son système pour le faire lui. Il a écrit un bouquin qui pensait que dans les armées, il faudrait diriger les soldats et les officiers comme ça. Hein, sorte de voiture téléguidée. Hein. Effectivement, on peut manipuler le comportement de l'être humain. Ce n'est pas nouveau. Hein. La propagande n'a pas attendu ça. Mais on le voit bien, effectivement, le comportement des individus est vulnérable à des modifications de l'état de son cerveau. Nous avons tous le désir d'améliorer nos performances. Et en particulier, de pouvoir être de plus en plus compétents, de pouvoir mener nos actions de la manière la plus précise. Et c'est quelque chose de très important au cœur de l'homme que de progresser ainsi. En même temps, le culte parfois de la performance peut nous entraîner à des déséquilibres tellement profonds que c'est notre propre liberté finalement et notre propre joie de vivre qui en est altérée. Il y a là une question fondamentale, nous l'avons dit, pour l'utilisation des techniques qui amélioreraient la performance cérébrale par exemple, mais il y a là en retour une véritable question sur c'est quoi la liberté de l'homme. J'ai tellement vu dans mon existence
d'êtres humains qui étaient loin d'être dans les critères de performance et qui vivaient une liberté et une joie de vivre que j'enviais fortement. Je ne dis pas qu'il faut laisser ces personnes-là en dehors des capacités de performance, mais elles nous disent que tout n'est pas dans la performance, loin de là. Le jeu est tellement plus complexe, tellement plus intérieur. La liberté est parfois tellement grande, y compris chez des gens qui n'ont pas beaucoup de compétences reconnues, mais qui ont une conscience tellement profonde et un cœur tellement vivant qu'ils nous entraînent, eux, qui ne sont pas si performants, nous qui pensons l'être, dans une véritable découverte intérieure qui vaut vraiment le coup d'être vécue. Qu'est-ce qui fait l'homme humain? La notion de droit de l'homme. L'homme a des droits parce qu'il y a la Déclaration universelle de 1948. Non. Une déclaration chasse l'autre. L'homme a des droits parce qu'il a une dignité intrinsèque. C'est pas la Déclaration universelle qui fonde la dignité, c'est le contraire. C'est parce qu'on reconnaît à tout homme, même un salaud qui a peut-être mis la bombe dans le cinéma où est ma fille, mais est-ce que je vais le torturer ou pas le torturer? La réponse à ça, elle n'est pas empirique. La réponse à ça, elle n'est pas technique. La réponse à ça, elle est, je reconnais, oui ou non, une dignité intrinsèque, y compris au salaud. Et donc, cette question fondamentale, si mon humanité dépend de vouloir d'homme, on peut me la retirer. Donc, pour moi, et j'ai toujours défendu ça il y a plus de 30 ans dans mes histoires droits de l'homiste et autres, la notion même de droit de l'homme ne tient pas si on ne reconnaît pas qu'il y a une transcendance de la dignité de la personne humaine. Donc, pour moi, qu'est-ce qui fait l'homme humain? Ce qui fait l'homme humain, c'est précisément ce qu'il dépasse. Qu'est-ce qui fait sens dans une phrase, une typographie, hein? Au fond, une phrase, matériellement, c'est des noirs et des blancs. Hein? C'est des taches de carbone, avec une imprimante aujourd'hui, puis c'est des blancs. Or, si vous écrivez sans blanc, si vous écrivez c'est illisible. C'est illisible. Donc, un discours semblant, c'est un semblant de discours. Et que précisément, ce qui permet l'accès au sens, c'est les blancs. C'est ce qui n'est pas écrit, c'est ce qui n'est pas dit. Il paraît que Mozart a dit que la musique était entre les notes.